Nous accueillons Dominique Donatien qui vient pour nous présenter son travail sur la question des conflits dans le milieu professionnel. Je crois que d'abord nous la remercions de venir un samedi matin avec son ami pour pouvoir partager ce temps, nous éclairer aussi de sa réflexion sur le sujet. Vous avez travaillé dans des groupes financiers, si j'ai bien compris, pendant un temps. Vous êtes maintenant dans l'éducation nationale. Oui. Vous avez abordé la question des conflits scolaires ou présentez-vous. J'ai eu à faire face effectivement à des conflits en tant qu'enseignante. Donc tout d'abord, je me présente. Bonjour, donc je m'appelle Dominique Donatien. Et avant de vous parler de résolution de conflits en milieu professionnel, je vais vous parler de mon propre parcours professionnel. Donc effectivement, comme l'a dit le père Pierre-Marie, j'ai commencé par travailler après mes études dans deux grands groupes financiers comme la Société Générale et BNP Paribas. Et ensuite, j'avais toujours voulu être enseignante, donc je suis après devenue enseignante en français, en lycée professionnel, en BTS, et puis après j'ai passé le concours de professeur des écoles. Je ne suis plus à l'heure actuelle enseignante, je travaille toujours pour l'éducation nationale, mais dans le domaine administratif. Donc, parallèlement à cela, donc, il y a eu deux drames dans ma vie qui m'ont... pendant que j'étais enseignante, il y a eu deux drames dans ma vie qui m'ont donné envie de prendre du recul par rapport à la vie, et surtout la vie professionnelle, puisque nous passons la plupart de notre temps au travail. Et donc j'ai écrit en fait sur la vie professionnelle, j'ai créé un blog qui s'appelle Projet changer de vie professionnelle. Et donc j'écris des articles, je m'inspire de mes expériences, de mes recherches, de mes rencontres. Et puis donc j'ai donc écrit sur la résolution de conflits en milieu professionnel, et c'est comme ça que j'ai rencontré le père Pierre-Marie, qui a fait appel à moi pour intervenir ici aujourd'hui. Et donc, en tant qu'enseignante, j'ai dû faire face à des conflits. Donc en milieu financier, oui, mais surtout en milieu professionnel, en tant qu'enseignante, puisque j'ai enseigné dans le 93. Et je ne sais pas si vous savez ce qu'enseigner dans le 93, c'est vraiment le parcours du combattant. Hein. Voilà. Donc alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais définir ce que c'est qu'un conflit. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit? Donc, pour le docteur Emmanuel Carré, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, il définit le conflit comme... pour lui, il y a conflit lorsque des personnes sont en désaccord sur des besoins et des valeurs. Et le Larousse va plus loin dans la définition, puisque pour le Larousse, le conflit se définit comme une violente opposition, et c'est le terme qu'on va retenir pour le conflit en milieu professionnel, violente opposition de sentiments, d'opinion ou d'intérêt. Donc effectivement, comme vous devez le savoir, les conflits sont inévitables, puisque nous vivons en société, nous vivons en groupe, et que par essence, le groupe génère le conflit. Et nous vivons en groupe, nous avons effectivement tous, nous sommes des êtres humains différents, nous avons des connaissances différentes, des parcours de vie différents, des opinions différentes, des valeurs, des intérêts, des vies différentes. Et donc ces différences de point de vue, d'intérêts, de valeurs engendrent des conflits, mais des conflits qui peuvent être positifs. En effet, les conflits peuvent être constructifs. Ils peuvent avoir une influence positive sur le groupe. Les conflits peuvent en effet enrichir les échanges, enrichir les idées, peuvent encore améliorer le travail au sein d'un groupe professionnel. Les décisions qui sont prises en sont améliorées. Malheureusement, il y a également les conflits négatifs qui peuvent dégénérer en guerre ouverte. Et ces conflits sont par essence contre-productifs pour l'entreprise. Donc, en effet, ils peuvent entraîner, ces conflits négatifs, des dysfonctionnements au sein d'un groupe professionnel, et avoir des conséquences sur la santé et le moral des protagonistes du conflit. Donc, nous avons vu ce que c'est qu'un conflit positif, conflit négatif, et donc il convient de régler le conflit le plus tôt possible, donc le conflit négatif, le plus tôt possible,
avant qu'il ne dégénère en guerre ouverte, comme vous pouvez le voir sur l'image en dessous. Donc, avant qu'on arrive donc à ce point, à ce niveau, à cette étape du conflit, il convient donc de régler le conflit dès qu'il apparaît. Car plus on tarde à exposer un problème, et plus l'expression du conflit devient agressif et disproportionnée. La qualité de l'environnement de travail s'en trouve dégradée. Alors, pour savoir comment résoudre un conflit, je vais revenir donc donc on va voir le plan. Donc on a vu ce que c'est qu'un conflit en définition. Et pour savoir comment résoudre ce conflit, il est bon de connaître les différents types de conflits. C'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Dans un second temps plutôt. Avant d'aborder les différentes approches utilisées par chacun d'entre nous pour gérer le conflit, puis nous verrons un mode de gestion de conflit qui a fait ses preuves en milieu professionnel. Alors, quels sont les différents types de conflits? Décidément. Alors, il est important de connaître les différents types de conflits pour savoir les gérer, pour mieux les gérer. Donc, il y a 3 types de conflits. Les conflits d'idées, tout d'abord, qui se matérialisent par des désaccords sur les idées, sur des désaccords sur des opinions, des points de vue différents. Il y a les conflits de valeurs, qui sont des différends qui portent sur des choix idéologiques ou des choix de vie, et les conflits d'intérêts. Donc il y a conflit d'intérêts lorsqu'un avantage auquel on tient est menacé par un autre. Donc cela peut concerner un revenu, des horaires de travail. Le conflit d'intérêts peut aussi prendre la forme d'une promotion hiérarchique. Donc il peut y avoir conflit autour d'une promotion hiérarchique, d'une prime. Et si par exemple un collègue se voit attribuer des privilèges que l'on n'a pas, cela peut créer des envies, de la jalousie, et donc entraîner un conflit. Alors, face à ces conflits, nous avons différentes façons de réagir, tous. Chacun d'entre nous a une façon différente de réagir. Ah, décidément. Alors, donc il y a 2 psychologues américains qui s'appellent donc Kenneth Thomas et Ralph Killman. Ils ont révélé qu'il y a 5 façons de réagir face au conflit et que les personnes privilégient un de ces modes de résolution de conflit. Il y a tout d'abord le mode compétitif. Donc la personne qui utilise ce mode de résolution de conflit est en position de puissance en général de par sa fonction et son poste. Elle a une position ferme et s'y tient, et ce style peut être utile lorsqu'il y a, en cas d'urgence, par exemple, lorsque la décision doit être prise rapidement. Mais elle a pour inconvénient de heurter et de blesser les autres personnes qui sont en présence. Donc c'est un style d'ailleurs que j'ai souvent utilisé en tant qu'enseignante. J'étais en tant qu'enseignante assez autoritaire. Et comme je vais vous le raconter plus tard, ça ne marche pas à tous les coups, le style compétitif. Alors, ensuite, deuxième mode de résolution de conflit. Donc vous utilisez un de ces modes. Il y a également donc le mode collaboratif. Donc les personnes qui utilisent ce style savent s'affirmer et ont de l'assurance, comme les personnes qui utilisent d'ailleurs le mode compétitif, mais elles vont apporter, ces personnes, quelque chose en plus. Elles vont prendre en compte les intérêts de chaque personne en présence, de l'interlocuteur qui est dans le conflit. Donc en adoptant ce style, on est à l'écoute, on apprend et on agit en tenant compte des intérêts de chaque personne. Il y a ensuite le compromis. Donc après le mode compétitif, le mode collaboratif, il y a le compromis. Donc celui qui utilise ce mode de gestion de conflit, il va essayer de satisfaire tout le monde, mais sans renoncer à quelque chose.
C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en présence vont renoncer à quelque chose, faire des compromis. Donc ce mode de résolution de conflit peut être utilisé lorsqu'on est dans une impasse, par exemple. Vous avez ensuite l'adaptation. Donc, les individus qui ont recours à ce mode de gestion de conflit ont tendance à satisfaire les autres, même si ça leur coûte. Donc en général, la personne qui utilise ce style néglige ses propres besoins et ses propres intérêts. Et en général, désire ne pas heurter son interlocuteur. Donc cette approche, elle peut être intéressante, il est plus crucial de faire la paix que de gagner. Mais elle peut s'avérer néfaste puisqu'elle peut engendrer de la frustration chez la personne qui utilise ce mode de gestion de conflit. Et enfin, nous avons l'évitement. Donc je vous le dis tout de suite, l'évitement est à éviter complètement. Donc les personnes, en effet, vont ici chercher à éviter le conflit, ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est un style par lequel on ne s'affirme pas, on ne collabore pas. Et la personne se retire ou remet à plus tard le problème. Alors ce style peut être utile lorsque quelqu'un d'autre est mieux placé, et on le verra plus tard pour régler le conflit, ou lorsque toute victoire est impossible, mais cette pratique est jugée comme faible, comme inefficace, et la personne qui utilise ce style est jugée par les autres comme faible. Alors pourquoi connaître ces 5 modes de résolution de conflit? Donc cela vous permet d'avoir une bonne compréhension de votre façon de gérer le conflit, et vous permet de mieux voir comment vous gérez vos conflits. Et donc, là, c'est utile de connaître les 5 modes de résolution de conflit, puisque vous allez apprendre votre style dominant, mais il est utile de connaître tous les autres modes de gestion de conflit. Pourquoi? Pour faire face donc à des situations différentes. Vous pourrez ainsi adapter vos comportements, et en conséquence, en fonction des situations. Et donc, nous allons voir qu'il n'y a pas de recette miracle, en fait. Donc là, vous avez les 5 modes. Mode compétitif, mode collaboratif, le compromis, l'adaptation. L'évitement, je rappelle que vous avez tous, que vous utilisez un de ces modes en général. Mais il n'y a pas de recette miracle. Il faut faire preuve de beaucoup de psychologie, de souplesse, d'ouverture d'esprit pour régler les conflits, pour faire face à un conflit. Donc les facteurs suivants peuvent influencer votre décision. Par exemple, si l'importance de votre par exemple, comme facteur important, l'importance de votre relation avec l'autre. Si la relation est importante, vous allez bien sûr ne pas utiliser le style compétitif. Vous allez plutôt utiliser la collaboration ou le compromis. Si une échéance approche et que l'on doit prendre une décision très rapidement, vous allez utiliser à ce moment-là le style compétitif. Vous devez prendre une décision très rapidement, vous devez trancher, et donc si vous êtes en position de force, vous pouvez utiliser le style compétitif. L'évitement est à déconseiller dans tous les cas, car il ne fait que reporter le problème. De plus, le fait de prendre la fuite entraîne du ressentiment. Donc on ressasse la situation, on s'en veut, et on retourne contre soi la violence qui n'a pas été exprimée. Le mieux, c'est de discuter. Donc, le conflit existe, c'est une réalité, il faut faire face, il ne faut pas l'éviter. Et il faut le régler, comme je le disais tout à l'heure, le plus tôt possible. Donc, plusieurs méthodes existent pour gérer le conflit, mais il y a une méthode qui a fait ses preuves en milieu professionnel, c'est le mode collaboratif, qui a apporté de la satisfaction. Je pense que vous l'aviez deviné. Donc en effet, la collaboration suppose que chaque personne discute de ses besoins, de ses intérêts, pour atteindre une solution acceptable pour tout le monde. C'est quoi la différence entre collaboration et compromis? Quand on fait des compromis, on renonce en fait on abandonne quelque chose dans la partie.
Alors que pour la collaboration, toutes les demandes sont prises en compte. Toutes les propositions, toutes les solutions sont prises en compte, comme on va le voir durant le... Là, je vais parler après du processus de résolution de conflit en utilisant la collaboration. Donc là, toutes les idées sont prises en compte. Alors, nous allons voir maintenant donc, le processus de résolution de conflit qui a fait ses preuves en milieu professionnel. Donc, dans tous les cas, il faut provoquer la discussion le plus tôt possible. Mais il est nécessaire de laisser passer ses émotions avant. Il faut se calmer. Souvent, quand un conflit débute, on est agressif, on peut être agressif, on peut éprouver de la colère. Il faut mettre ses émotions de côté avant de commencer le processus de résolution de conflit. On laisse passer ses émotions, on se calme, on respire, et ensuite, on va préparer le terrain. C'est quoi? Ça veut dire quoi, préparer le terrain? On va faire comprendre à son interlocuteur ou aux interlocuteurs qu'il est possible de résoudre le conflit qu'à force de discussion et de négociation. Et quand vous proposez cela, il faut être, comme je le disais tout à l'heure, calme, aimable. Vous allez en seconde position recueillir les informations. Vous allez essayer de connaître les besoins, les intérêts, les motivations, les sentiments de votre interlocuteur. Vous allez pour cela, et c'est très important, vous allez pratiquer l'écoute active pour vous assurer de bien connaître les intérêts de votre interlocuteur, pour vous assurer que vous allez montrer par votre attitude, votre disponibilité, vous allez mettre vos convictions et vos préoccupations de côté. Vous allez écouter avec empathie. Vous allez essayer de voir, vous n'allez même pas essayer de voir, vous allez voir le conflit du point de vue de l'autre, de votre interlocuteur. Vous allez l'écouter sans l'interrompre, vous allez le laisser aller jusqu'au bout de ses idées, de ses phrases, vous allez respecter ses silences, vous allez vous concentrer sur le message qui est émis par votre interlocuteur. Ne préparez surtout pas une réponse mentalement, c'est ce qu'on fait souvent. Vous allez éviter de porter un jugement, de juger cette personne. Concentrez-vous au maximum sur ce qui est dit, ce que votre interlocuteur dit, en tentant de comprendre son message. Ensuite, en troisième position, troisième étape, vous allez reformuler les propos de votre interlocuteur. Qu'est-ce que ça veut dire reformuler? C'est, en d'autres termes, redire les propos, résumer les propos de votre interlocuteur de façon concise et en d'autres termes. Donc il faut que vous arriviez à reformuler ces propos de façon à ce qu'ils se disent mentalement, mais c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Alors, je vais vous faire travailler maintenant. Je vais vous poser la question, à quoi sert la reformulation à ce niveau de la négociation? Oui. Oui, tout à fait, à créer la confiance de l'interlocuteur. Ça veut dire qu'on a compris. Oui, exactement. Montrer qu'on a compris ce que l'interlocuteur a voulu dire. Donc en effet, la reformulation permet de vérifier qu'on en a bien compris effectivement son interlocuteur. Montrer à son interlocuteur qu'on le comprend. Donc là, on va parler également de confiance. Donc cela met l'autre effectivement en confiance. Et la reformulation correctement émise va permettre à l'interlocuteur de s'ouvrir davantage et de faire avancer la discussion. Vous allez ensuite poser des questions pour obtenir plus d'informations. Et vous allez poser des questions ouvertes. Vous allez commencer vos questions par exemple, qu'est-ce que tu as voulu dire? Qu'est-ce que vous entendiez par telle ou telle chose? Qu'est-ce que vous entendez par telle ou telle chose? Comment? De quelle façon? Pourquoi?
Pour quelle raison? Donc la question ouverte permet d'obtenir plus d'informations. Elle va vous permettre d'obtenir des informations et de préparer votre argumentation. C'est également un signe d'empathie. Il est important de montrer qu'on a de l'empathie. Donc vous allez ensuite exposer, puisqu'il faut le faire, votre position, vos sentiments, en utilisant le je. Je pense que je ressens telle chose. Ensuite, quatrième étape, vous allez essayer de trouver des solutions conjointement. Vous allez vous mettre d'accord sur le problème à traiter. Pour vérifier que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc vous allez identifier le problème à traiter de façon précise. Ensuite, chaque partie en présence, donc votre interlocuteur, les interlocuteurs, vous allez proposer une solution. Et toutes les solutions doivent être prises en compte. Vous allez discuter des décisions ensuite à prendre pour résoudre le problème. Donc en général, à ce stade de la gestion de conflit, le conflit est réglé. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire appel à un médiateur. Je crois que vous allez en parler cet après-midi. Donc qu'est-ce que c'est que la médiation? La médiation, c'est le processus par lequel les personnes en conflit font appel à un médiateur. Donc pourquoi faire appel à un médiateur? Parce qu'il est à même de porter un regard neuf et objectif sur le conflit. Donc le médiateur, ça peut être votre supérieur hiérarchique en cas de conflit avec un collègue, les syndicats en cas de conflit avec un supérieur hiérarchique, ou si le conflit n'a pas été réglé, vous pouvez aller au prud'homme. Donc quand y recourir, donc alors que la négociation dont j'avais parlé tout à l'heure, lorsque la négociation, elle a échoué. Alors je vais vous raconter maintenant une petite histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais enseignante. J'ai deux histoires. Donc, je vous rappelle que j'ai été enseignante, c'est terminé, j'ai été enseignante en école primaire, en lycée professionnel et pour des élèves de BTS. Donc, j'avais la réputation d'être très autoritaire. Et donc, mes collègues envoyaient en général les élèves en punition dans ma classe. Donc, un beau jour, j'ai une collègue qui m'envoie un élève en punition. Donc, il arrive, extrêmement agité. Donc, je lui demande de décliner son identité comme j'ai l'habitude de le faire. Et non, mais j'étais vraiment... Et je pense que ça m'a usé cette... il fallait qu'il y ait de la discipline et voilà. Et je pense que ça m'a usé. Donc, je lui demande de s'asseoir, il refuse. Je lui redemande de s'asseoir en le regardant dans les yeux, ça j'avais l'habitude de le faire aussi. En général, certains élèves le soufflet commençait à tomber, mais là, pas du tout. Je le regarde dans les yeux, je lui demande de s'asseoir, il ne s'assoit pas. Et donc là, je vois bien que le style compétitif ne marche pas. Et c'est là qu'il faut faire preuve justement de psychologie. Là, je me radoucis, je lui demande, mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui s'est passé dans la classe? Donc là, je recueille des informations. Alors, je ne me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit, mais il me fait part de son sentiment d'injustice. Alors ça revient souvent, il le dit souvent, qu'il y a un sentiment, il ressent un sentiment d'injustice de la part de la maîtresse, du professeur. Alors, quant à la réaction, donc il ressentait un sentiment d'injustice par rapport à son professeur, sa maîtresse, donc je l'ai écouté jusqu'au bout, avec empathie. Je reformule ensuite ses propos, je ne me rappelle plus exactement ce qui s'était passé dans sa classe. Et je lui demande de se mettre à la place de sa maîtresse. Est-ce que tu penses que ce n'est pas normal qu'elle réagisse de cette façon, par rapport à ton comportement? Et là, il se radoucit.
Et je lui dis que c'est un élève que je connaissais, je lui ai fait part de mon étonnement par rapport à le changement de son comportement. C'est vrai qu'il devenait violent depuis quelques semaines, et je vous rappelle que j'enseignais dans le 93 et la violence, elle est omniprésente. C'est vrai que ça m'a marqué. Elle est omniprésente dans les classes, autour de l'école. Et donc là, je lui demande pourquoi, enfin, il a changé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la classe, à l'école? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas en dehors de l'école? Et là, il m'avoue que ses parents se disputent violemment depuis assez longtemps, et qu'il en souffre beaucoup. Et donc, je lui fais comprendre que c'est normal qu'il se sente mal par rapport à la souffrance, par rapport à cette réalité de conflit entre ses parents. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il fasse pâtir la classe, sa maîtresse, et je lui dis qu'il y a d'autres façons d'exprimer la douleur. Et donc je lui demande ce qu'il souhaite faire maintenant. Donc là, il s'est déjà radouci, bien radouci. Il me dit qu'il veut s'asseoir. Et je lui demande... C'est une conquête, oui. Et je lui demande de faire un mot pour sa maîtresse pour s'excuser. Donc il le fait. Et donc après, j'avais parlé... c'est allé beaucoup plus loin. J'ai fait venir les parents. La mère, je la connaissais, puisque j'avais sa sœur la sœur de cet élève dans ma classe. On en a discuté. Elle m'a avoué beaucoup de choses. Et donc là, le conflit était résolu. Autre exemple. J'étais enseignante en lycée professionnel et j'avais une classe, mais c'était une horreur. Complètement dissipée. Il y avait une espèce de grande poubelle. Tous les jours, la poubelle était renversée. J'avais des boules puantes tous les jours sur mon bureau. Et donc, mon prédécesseur, il avait pris la fuite. Et donc, moi, je me suis dit qu'il faut que je reste. Et tous les soirs, donc, je quitte ce lycée professionnel, je prends le train, soulagée. Et un beau soir, enfin, en fin de journée, je m'apprête à prendre le train, je monte les marches et je rate une marche. Je m'étale sur le sol et là, tout le wagon se met à rire. Toutes les personnes qui étaient dans le wagon, et c'était ma classe. Parce qu'en fait, la plupart n'habitaient pas dans cette ville. Et donc, ils ont ricané pendant tout. Donc, je me suis assise devant. J'essayais de me donner une contenance. Ils étaient derrière, ils n'arrêtaient pas de ricaner. Et je me suis dit le soir en rentrant, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, en fait, ils me testaient, ils voulaient me faire craquer. Et j'ai eu une idée. Le lendemain, donc, je les ai eus le lendemain matin. Donc, je rentre dans la classe, ils commencent tous à ricaner. Et je leur dis, je sais que vous m'avez vu hier, j'ai monté les marches, j'ai raté la marche, je me suis étalée sur le sol. Vous avez rigolé et j'aurais fait la même chose. J'aurais fait exactement la même chose, je devais être complètement ridicule. Et là, ils me disent, oh madame, si vous saviez, ils me racontent l'histoire, enfin, j'étais complètement ridicule. Et donc, je les ai laissés parler. Et à un moment, je leur ai dit, bon, voilà, j'avoue que moi, j'aurais fait la même chose à votre âge. C'est vrai que, honnêtement, je rigolais beaucoup à leur âge, et je ricanais beaucoup pour un oui, pour un non. Et je leur ai dit, bon, maintenant, vous m'avez bien raconté, voilà, j'ai su ce qui s'était passé, et là, on va se mettre à travailler. Ils se sont mis à travailler, je n'ai jamais eu plus de problème avec eux. Et donc, je les ai écoutés, je me suis mise à leur place, j'ai essayé de voir la situation de leur point de vue. Donc, c'est très important de pratiquer l'écoute active, de faire preuve de psychologie. Alors là, dans le métier d'enseignant, la psychologie, c'est extrêmement important. Et le style compétitif, donc moi j'utilisais le style compétitif parce que ça fait partie de... Enfin, pas le style compétitif, enfin, il y avait le côté un peu autoritaire, ça fait partie de ma personnalité, mais ça ne marche pas vraiment, ça ne marche pas à tous les coups. Ce qui marche bien, c'est la collaboration, se mettre à la place de l'autre, écouter, ne pas juger, etc. Oui ? Okay. Oui, je sous-entends. Alors, le style compétitif, c'est le terme qui a été utilisé par les deux psychologues américains. Mais c'est vrai que c'est souvent un rapport de force, oui. C'est vrai que dans le 93, où j'ai enseigné pendant 6 ans, il y a des élèves qui ne respectent pas les enseignants, et que parfois,
parfois on n'a pas le choix, face à des situations qui peuvent s'aggraver, d'utiliser ce style, en fait. Et parfois ça marche, parfois ils en ont besoin. Ils ont besoin d'autorité, de discipline. Voilà. Peut-être. Vous avez été amené à gérer des conflits entre professeurs, je veux dire, dans le cadre de l'éducation nationale? Non, parce que nous étions très solidaires entre nous face à. On se devait d'être solidaires par rapport à cet environnement qui était vraiment violent, même les parents, hein, c'est vraiment. Donc on était. Non, je n'ai pas eu à régler de conflit entre adultes, en tout cas. Mais souvent les conflits c'était avec les élèves, on n'avait même pas le temps de. On n'avait pas le temps ni de se disputer, ni c'était. Avec Voilà. les parents, peut-être des conflits avec les parents, non? Totalement. Alors, moi, je n'ai pas eu de problème avec les parents, parce que, entre guillemets, je mettais les points sur les i dès le début, c'est-à-dire qu'il y avait une réunion, je montrais qui j'étais, et je leur disais qu'ils pouvaient me faire confiance, que moi, moi, je réagissais comme ça, enfin, que pour moi, leurs enfants, c'était comme, en classe, c'était comme si c'était mes propres enfants, et qu'ils devaient faire confiance et à mon enseignement, et voilà, j'étais assez... et ça, ils appréciaient l'autorité, hein, qui a tendance à disparaître. Alors, l'autorité, pas l'autoritarisme. Voilà, donc 2 cas de gestion de conflit. Alors, le conflit, voilà, je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi vous, mais dans certaines villes, c'est vraiment omniprésent. Alors, en guise de conclusion, je vais vous rappeler les conditions qui facilitent toute négociation. Donc, quelles sont les qualités requises pour gérer le conflit? L'écoute active, c'est très important. L'écoute active. Écoutez activement. Si vous écoutez bien votre interlocuteur, votre interlocuteur vous communiquera ses points sensibles, ses intérêts. Et vous serez en mesure de mieux vous engager dans des solutions satisfaisantes pour les 2 parties. Donc, ça, c'est valable pour tous les métiers. Ne pas être agressif, bien entendu. Pratiquer la non-violence. Si vous êtes hostile dans vos échanges, l'autre partie deviendra un adversaire. Et ce n'est pas donc le but recherché. Et il vous sera difficile de vous engager dans des solutions mutuellement acceptables. Il faudra faire preuve d'empathie, ça c'est très important également. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Il vous faudra prendre de la distance par rapport aux événements. Donc cela permet de prendre du recul par rapport aux émotions. Moi, ce que je fais pour prendre du recul par rapport à mes émotions, je fais une projection mentale de la situation. J'essaye de me mettre en dehors et de voir la situation de façon objective. Ce qui fait en général baisser les émotions trop fortes, diminuer les émotions trop fortes. Il faut vous calmer avant toute négociation. Si les émotions sont fortes, elles doivent revenir à la normale avant d'aborder la résolution de conflit. Il faut communiquer efficacement. Ne cherchez pas à interpréter les propos de l'autre. Cherchez plutôt à le comprendre, à comprendre son message. Ne le jugez pas. Restez concentré sur les objectifs communs. Demeurez donc objectif, ne réagissez pas exagérément, restez ouvert à toutes les idées émises. Et demeurez curieux à l'autre. Faites attention à vos perceptions. Les perceptions viennent modifier la réalité et peuvent avoir un impact. Concentrez-vous sur les faits, ça c'est important. Concentrez-vous sur les faits, concentrez-vous sur le message et non sur la personne. Restez objectif et constructif. Faites preuve, je le rappelle encore, de psychologie, de souplesse d'esprit. Soyez souple. Et n'oubliez pas que l'on communique sans communiquer. On communique sans communiquer. Donc faites attention à l'expression faciale et corporelle. Ne croisez pas les bras. En général, quand on croise les bras, c'est signe. Cela montre qu'on est sur la défensive. Montrez-vous ouvert. Regardez directement votre interlocuteur dans les yeux. N'ayez pas le regard fuyant.
opiner de la tête, hocher la tête pour montrer que vous écoutez votre interlocuteur, que vous le comprenez. Penchez-vous légèrement vers votre interlocuteur, c'est un signe également d'empathie. Ne soyez pas ni trop loin de votre interlocuteur, ni trop près. Soyez à une juste distance et ne croisez pas les bras, vous êtes à son écoute. Penchez-vous légèrement. Alors, les conditions donc, que je viens de citer sont indispensables pour une collaboration efficace et une négociation efficace. Ce mode de gestion de conflit a fait ses preuves en milieu professionnel. Donc faites preuve de beaucoup de psychologie pour savoir s'il est bon d'utiliser les autres modes de gestion de conflit. Donc les autres modes de gestion de conflit. Donc en général, ce mode de gestion de conflit marche bien lorsqu'il y a conflit d'idées. Donc les autres modes de gestion de conflit, alors c'est à vous de voir par rapport à la situation, faites preuve de psychologie pour savoir si vous pouvez utiliser les autres modes de gestion de conflit, le mode compétitif, le compromis, l'adaptation et pas du tout l'évitement. Et si la négociation n'aboutit pas, faites appel à un médiateur, c'est ce que vous allez voir cet après-midi. Et je finis par cette citation de Sénèque. Par l'union, les petits établissements s'accroissent, par la discorde, les plus grands se renversent. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez posé un certain nombre de questions, mais c'est aussi le moment de façon formelle de vous adresser à Mme Donatien pour quelques explications, une chose, et ensuite on aura des temps en atelier. Oui. Oui, c'est. Merci beaucoup. Une petite question. Je comprends tout à fait l'intérêt du mode collaboratif dans la gestion d'un conflit, mais ça paraît très très efficace dans le cadre d'un conflit qui est vraiment bilatéral. Or, quand on se retrouve dans une situation où on a 3-4 interlocuteurs et qui sont tous les deux en mode compétitif, moi j'ai souvent remarqué que cette façon de réagir, d'être dans l'écoute, dans vouloir la médiation, au final, ça revient à pas pouvoir remplacer l'une et jamais pouvoir s'exprimer. Je ne sais pas trop comment adapter la situation quand on a plusieurs personnes qui sont plutôt agressives autour d'une table et que finalement on n'arrive pas à rentrer dans la négociation. Alors, si vous n'arrivez pas à rentrer dans la négociation, à ce moment-là, je pense qu'il faut faire appel à une personne extérieure. En général, quand on demande à discuter, en général, les autres acceptent la discussion. Et vous avez rencontré ce type de conflit où les autres n'acceptaient pas la discussion, restaient donc agressifs. Vous aviez utilisé les 5 étapes et ça ne fonctionnait pas. Vous êtes resté à la première étape. Disons, c'est très théorique, hein, donc non, oui, tout à fait. Alors, mais en fait, il y a pas comme je disais, il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a vraiment pas de recette miracle. C'est des données qu'on vous donne et c'est à vous de voir. Donc, parfois, vous n'utilisez pas les 5 étapes. Vous utilisez d'autres méthodes. Vous pouvez faire un mix. C'est vraiment à vous de voir. Il n'y a pas de recette miracle. Par exemple, pour les conflits d'intérêts, en général, c'est bien de faire appel à une personne extérieure. Et écoutez, là, là, c'est vrai que je n'ai pas de réponse précise à vous donner. Je peux y réfléchir et vous répondre. Je vais vous donner après mon adresse email. Vous pouvez me poser toutes les questions. Je prendrai le temps d'y réfléchir. Et là, c'est mon site. Donc, c'est Projet Changer de vie, professionnel. Et j'écris beaucoup sur le bien-être au travail. La réussite au travail et le bien-être. Donc réussir, c'est pas spécialement... il y en a qui veulent réussir par la carrière, mais réussir, c'est avoir envie de faire ce qu'on a toujours rêvé de faire, par exemple. Et être bien, se sentir bien au travail, avoir de bons rapports avec ses collègues. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Et je prendrai le temps si vous m'écrivez, je prendrai le temps d'y répondre. Je n'ai pas de réponse précise. Je pense qu'en fait, de toute façon, on est obligé de mixer un peu entre Exactement. Il faut parfois aussi se résoudre à ce qu'il y a dans les commentaires, entre groupe et mettre les gens à la place.
Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'enseignante, parce que c'est surtout en tant qu'enseignante que j'ai fait d'autres métiers, hein, à part également le milieu professionnel, dans le milieu financier. J'ai travaillé un moment dans l'événementiel culturel, pas longtemps, mais c'est surtout en tant qu'enseignante que j'ai rencontré des conflits. Et en fait, dans une classe, c'est vraiment tout ce qu'on peut rencontrer lorsqu'on est adulte, hein. C'est vraiment le même type de conflit entre élèves. Là, je pouvais être aussi le médiateur pour régler un conflit entre deux élèves. Et ce que je vous disais, c'est que c'est vraiment sur le... Pendant la situation, là, il fallait que je réfléchisse pour savoir quelle méthode utiliser. Il fallait vraiment faire preuve de psychologie, réfléchir rapidement, parce qu'il n'y a pas de méthode... voilà. Il n'y a pas de... Ça ne marche pas, il n'y a pas de... Enfin, ça ne marche pas, je m'entends, il n'y a pas de recette. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle. Il faut mixer, il y a des interlocuteurs qui sont très différents. Qu'est-ce qui vous a mis en chemin pour travailler justement sur le bien-être dans le monde professionnel? Alors, je vais vous parler de quelque chose d'assez douloureux. Donc, j'ai perdu mes deux parents, mon père puis ma mère, j'ai pris... je me suis dit... Je me suis rendu compte en fait que la vie était courte, qu'on n'a qu'une seule vie, pas courte, mais qu'on n'a qu'une vie, et pour moi, il fallait que je la réussisse au mieux, que les choses peuvent s'arrêter demain, voilà, c'est ce que je m'étais dit. Et je me suis dit, est-ce que je suis bien dans ma vie privée, est-ce que je suis bien dans ma vie professionnelle? Et là, je me suis dit, mais effectivement, on passe beaucoup de temps, plus de temps dans la vie professionnelle que dans la vie privée, et j'ai eu envie d'être bien, donc voilà, j'ai commencé à écrire, c'est là que j'ai commencé à écrire, et puis il y a vraiment un mal-être qui est répandu, j'entendais beaucoup de choses à ce niveau-là, il y a vraiment un mal-être en France, dans le domaine du travail, des choses qui me touchent. J'ai vu des collègues aussi qui étaient très mal par rapport au métier d'enseignant, qui se faisaient agresser par des parents, et tout ça m'a beaucoup touchée, alors j'ai commencé à écrire. Et je me suis rendu compte, donc là je travaille dans le domaine administratif, je n'aime pas du tout. Quand j'étais enseignante, pour moi j'aidais, pour moi c'est important d'aider. Et c'est vrai que là j'ai plus de 80 articles, par mes articles, je souhaite aider et puis voilà, peut-être aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là, parce que je suis plus dans mon élément, en voulant aider les autres et apporter la contribution, mes expériences. Et puis, je connais aussi la Jeune Chambre économique de Paris, qui est un réseau où il y a beaucoup de formations. Alors, c'est mon conjoint qui fait partie de la Jeune Chambre économique de Paris. J'ai beaucoup assisté à des rencontres, des formations, et donc j'ai beaucoup appris à travers la Jeune Chambre économique, je dis de Paris, mais c'est une Jeune Chambre économique mondiale, en fait, qui existe également en France. Voilà. Et donc tout cela m'a amené à beaucoup de réflexions. Vous avez été amené à conseiller des personnes sur des réorientations professionnelles ou Alors, de façon informelle ou formelle, je ne sais pas. Pas tout à fait, même informelle. Oui, alors j'amène beaucoup. Je dis beaucoup aux gens qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques mesurés si on n'est pas bien dans son métier. Avoir des projets. Alors moi, je travaille beaucoup en mode projet. J'ai tout le temps des projets. C'est ce qui me convient le mieux dans ma vie par rapport à la réflexion que j'avais tout à l'heure. Avoir des projets pour les mettre en place. Et donc c'est se donner des objectifs avec des étapes pour arriver à changer de métier, à changer et vivre de son métier de rêve. Oui. J'ai déjà donné donc des conseils à ce niveau-là, mais c'est vraiment un début. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de mettre ces émotions de côté avant d'engager la discussion. Oui. Mais comment on fait quand justement on est dans l'écoute active de l'autre et ça réveille plein d'émotions en nous, au moment de l'écoute justement, parce qu'il dit en face réveille des émotions, comment
Alors, je vais vous dire, moi, je suis... j'ai vraiment eu des problèmes en tant qu'enseignante par rapport à ce que vous venez de dire. C'est totalement vrai, c'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à mettre de barrière. Et moi, les choses me touchent. Je pense que c'était par rapport à voilà, ce qui s'était passé dans ma vie, ce que me disaient les élèves me touchait énormément. Et dans la résolution, justement, des problèmes, je suis même allée très loin, très loin. Et je ne sais pas comment mettre honnêtement une barrière. J'y travaille. Parce qu'effectivement, je suis sensible par rapport à des choses, des situations. Peut-être parce que, pour l'instant, je suis encore sensible par rapport à tout ce qui s'est passé. Je suis encore... voilà. Et comment faire? Moi, je me pose la question parce que, honnêtement, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à le faire. Et est-ce qu'il faut le faire? Oui. Mais moi, je n'arrive pas. Moi, il y a des personnes, ce sont des êtres humains en face de moi. Peut-être ne pas le montrer, mais ne pas ressentir des émotions, moi je n'arrive pas. Et je pense qu'il ne faut pas le montrer, en tout cas. Pour compléter les propos de Dominique, le face-à-face avec l'autre ou les autres implique de l'énergie. Enfin, si on raisonne en termes d'énergie, l'écoute active, c'est beaucoup d'énergie, donc c'est prenant en soi. Ça fatigue, même physiquement. Et le fait également de prendre du recul par rapport aux émotions, comme mode de prise à distance, justement, qu'expliquait Dominique, c'est de l'énergie aussi. Donc on est tout le temps en train de prendre sur soi de l'énergie pour s'ajuster. Donc il faut avoir conscience de ses limites. C'est-à-dire que le mode conflictuel, 8 heures d'affilée, ou alors il faut prendre des substances que je ne connais pas, mais ça n'existe pas. Voilà. Donc si vous rentrez dans une réunion, vous dites qu'il y a 4 heures ou il y a 8 heures de réunion, et vous savez que par nature, votre réunion professionnelle, elle est conflictuelle, ben ça veut dire que si vous êtes tout seul, vous avez, à moins d'être vraiment maîtriser tout sur le bout des doigts et être très très fort physiquement, vous n'allez pas y arriver. Donc déjà, vous rentrez avec une situation de faiblesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On met quelqu'un, on s'adjoint quelqu'un ou 2 ou 3 personnes de plus pour qu'il y ait des relais et pour qu'on puisse souffler, pour que l'esprit se repose, s'apaise. Que si vous êtes tout le temps dans l'écoute active, tout le temps en train de prendre du recul par rapport aux émotions que vous décryptez, qui sont induits par l'autre chez vous, et que vous réagissiez de façon à avoir l'optique de résoudre le conflit, bien vous n'allez pas y arriver. Enfin, physiquement, c'est pas possible. Donc, quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On se connaît tous, on a la même réaction, ben on s'énerve, on écoute moins l'autre, on fait des maladresses, on part sur des malentendus, et donc, en fait, on retombe dans ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire la poursuite du conflit. Donc, il faut bien avoir à l'esprit cette notion de temps. Voilà, c'est l'explication. Moi, j'ai eu à gérer comme ça un conflit professionnel, oui, on peut dire, et comme religieux, donc c'est encore plus compliqué. Et du coup, moi, je me suis beaucoup attaché à dire la différence entre le travail et la personne. C'est-à-dire que je dis, vous, madame, monsieur, je suis sûr que vous êtes un bon époux, bonne épouse, bonne mère de famille, bon père de famille, vous êtes honnête, etc. Maintenant, le travail, aujourd'hui, pose difficulté. Et je crois que, et la personne était même, s'était effondrée en larmes, hein, j'étais un peu gêné, mais je lui dis, je suis sûr que vous êtes un homme tout à fait, ou une femme tout à fait, vraiment honorable, etc. Et ça aide aussi à dire, parce qu'on est tellement identifié avec notre travail,
que du coup, il faut aider l'autre aussi à mettre de la distance, à mettre son travail à distance. Je veux dire, j'ai peut-être besoin d'une formation, c'est peut-être une réorientation, mais ma personne n'est pas jugée. En tout cas, ça m'a aidé pour ce moment. Ce que j'entends dans ce que vous disiez là, à l'instant sur le fait que c'était quelque chose qui prenait énormément d'énergie, c'est qu'à la limite, la première clé de la résolution du conflit consiste aussi à développer un espace où on va pouvoir ressourcer cette énergie en dehors du travail. Donc avant même de vouloir résoudre un conflit, de commencer par mettre en place les éléments qui nous permettent d'être au mieux de ce qu'on peut à ce moment-là. Que ce soit par un accompagnement en dehors ou une activité physique où après chacun a sa bulle qui lui va bien. Mais pour pouvoir mettre en place ce que vous disiez, pour pouvoir aussi bien rester calme et mettre de la distance. Oui. Tout à fait. Et c'est vrai que de toute façon, en général, en dehors pour tenir justement, parce que les métiers sont de plus en plus stressants, les personnes sont de plus en plus agressives de nos jours, donc pour pouvoir mettre de la distance effectivement par rapport au travail, il est important d'avoir effectivement soit avoir une activité physique régulière, pratiquer je sais pas, la spiritualité, du yoga, des choses pour nous ressourcer, tout à fait. En général. Oui. Est-ce que vous avez pu identifier les facteurs qui seraient des sources de conflits? On a parlé des natures. Quelles sont les sources et comment est-ce qu'on peut les prévenir, les traiter en amont au sein d'une organisation? On voit qu'il y a certaines équipes dans lesquelles on a l'impression qu'il y a tout le temps des conflits et d'autres dans lesquelles ça marche toujours assez bien. Et un peu, il y a toute une vague de sociétés, enfin les best places to work, les sociétés comme Google, Amazon, qu'on met en avant parce qu'ils doivent avoir un modèle de management assez idéal. Est-ce qu'ils sont parvenus à résoudre tous les conflits ou est-ce qu'ils s'expriment de manière différente ces conflits? Alors déjà, une source de conflit, c'est un mauvais management. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui dirige mal une équipe, souvent dans cette équipe, il y a des conflits. Donc déjà, il faut qu'on soit bien dirigé, que cette personne qui dirige une équipe, gère une équipe, fasse de façon à ce qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il y ait vraiment que cette équipe, que toutes les personnes travaillent ensemble, aillent vers un but commun. Et souvent ce n'est pas le cas, et vraiment j'insiste, je rencontre beaucoup de gens qui se plaignent de leur chef. C'est très mal géré. Et ça crée des conflits. Le fait, par exemple, de préférer tel salarié à d'autres pour vraiment engendrer des conflits, c'est diviser pour mieux régner, ça c'est vraiment à ne pas faire et ça existe. Donc ça effectivement, ça entraîne des conflits. Alors déjà, ne pas participer à des rumeurs. Alors moi, ce que je fais, alors déjà, dans la société, essayer de ne pas participer à des rumeurs, enfin, quand on vit en groupe comme ça, il y a des choses qui sont inévitables. Moi, ce que je fais, tous les matins, quand j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. À tout le monde, y compris les chefs. Je prends le temps d'aller dire bonjour à tout le monde. On est dans des bureaux différents. Nous sommes dans des bureaux différents. Et ça, je pense que les autres apprécient. Être aussi à l'écoute. Alors, pour éviter les conflits, c'est aussi être à l'écoute, aider les autres. Ils ont un problème avec... un tel a un problème avec... montrer sa disponibilité, en tout cas. Un tel a un problème au niveau professionnel, montrer qu'on peut être disponible. Et je pense qu'il y a un bon retour. Il peut y avoir un bon retour. Alors, qu'est-ce qui génère encore le conflit ce qui est extérieur. Alors, moi, je prends l'exemple... je ne vais pas vous dire où, mais je prends l'exemple d'un... Enfin, c'est pas vraiment un collègue, moi, je suis un peu en dehors. Enfin, moi, je suis en reclassement, en fait, professionnel. En tant qu'enseignante, donc pour l'instant je suis en dehors, je travaille en bureau, mais je suis un peu en dehors, je suis là pour regarder ce qui se passe. Et il y a un collègue qui a eu une prime plus élevée que l'autre. Les autres n'ont pas été pris en compte, le travail des autres n'a pas été pris. Alors ça a généré un conflit, mais vraiment de la jalousie, de l'envie. Ça c'est un exemple voilà, là c'est un exemple de conflit d'intérêts, par exemple. Là, c'est un facteur qui peut déclencher un conflit. Et donc là, les collègues sont allés voir le chef pour lui demander, mais pourquoi? Puis ça a été réglé, en fait. Pourquoi il a eu plus voilà.
Ils sont allés provoquer la discussion et ça a été réglé. Un autre exemple, je ne sais pas si tu as d'autres exemples, Olivier, de qu'est-ce qui peut générer un conflit, comment... Moi, c'est vrai, alors je te donne la parole après. Le conflit est inhérent au phénomène de groupe humain. C'est-à-dire... à partir du moment où vous mettez des êtres humains autour d'une table, ça risque d'être le conflit. Et sur la durée, ça génère du conflit. C'est-à-dire le fait d'être en groupe trop longtemps génère du conflit. C'est quasi normal. Normal et logique. Enfin, c'est dans la nature humaine. On est des petits animaux agressifs, des créatures agressives par nature. Et toutes les grandes organisations, à commencer par les plus anciennes, l'Église que représente le Père, ont mis en place des rituels qui, avec le temps, s'institutionnalisent et prennent la forme d'une culture. Donc si on transpose au monde professionnel, ben les entreprises ont des cultures. Et certaines ont des cultures qui facilitent la résolution des conflits, c'est-à-dire que la culture de l'entreprise fait que les conflits vont naturellement se résoudre parce que le collectif a cette façon de fonctionner. Et il y a des sociétés où c'est très conflictuel. Alors parfois à dessein, c'est-à-dire que la société, elle estime qu'en mettant en compétition ses salariés, ça lui permet d'obtenir le meilleur de ses salariés en termes de plus-value, etc., au détriment des relations interpersonnelles entre ses personnels, et elle l'accepte comme tel. Ça peut exister, donc je ne vais pas citer de nom, mais ça existe. Et des sociétés où les conflits ne sont pas tolérés, quand ils durent, ils ne sont pas tolérés. Et il y a des modes de résolution. Parfois brutaux, mais il y a des modes de résolution. Et tout le monde le sait. Donc il y a des rituels pour résoudre les conflits. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en France, particulièrement en France, nous avons remarqué que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes se plaignaient de leur chef. Il y a vraiment un très gros problème de management en France, qui existe un peu moins dans les pays anglo-saxons. Parce que c'est prouvé qu'il faut que les salariés se sentent bien dans une entreprise. Ce qu'on veut, qu'est-ce que veut l'entreprise, c'est produire de façon efficace. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, dans les pays anglo-saxons, que ce n'est pas quand les salariés sont en conflit, lorsqu'il y a un mal-être généralisé, que les choses peuvent aller de l'avant. Donc effectivement, alors je ne connais pas bien le cas de Google. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est la culture d'entreprise de Google? On est sur les discours, là, mais c'est juste comme c'est mis en avant, les sociétés jeunes comme ça. Oui, voilà, les startups. Qui ont ce côté-là. Oui. Ils sont tous à égalité. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie comme on peut rencontrer ici. Tout le monde se tutoie. Est-ce que ça peut jouer ou est-ce que c'est juste en façade et derrière ça cache? Moi, je suis certaine que ça peut jouer. Je suis certaine que ça peut jouer. Je travaille pour je suis dans l'administration, je travaille pour l'éducation nationale, c'est extrêmement hiérarchisé. Si je veux dire quelque chose au grand chef, il faut passer par le petit chef. Enfin, alors c'est lourd, et ça existe aussi dans les sociétés. Voilà, ici, je suis persuadée que ça peut être positif pour le bien-être au travail, d'avoir une telle culture, mais qui n'est pas encore très très répandue ici. Il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Oui. Moi, je pense qu'il y a une culture d'entreprise en général en France, qui est historique, du 19e, qui fait que suite à la révolution industrielle, il y a beaucoup de puissance des syndicats, des clivages puissants entre les patrons d'un côté, Oui. et vous-même vous dites, il y a beaucoup de salariés qui font leur chef, et moi vous arrivez Énormément. Je connais beaucoup de chefs, parce que je connais aussi beaucoup de chefs, qui critiquent énormément leurs salariés. Exactement. C'est aussi
aussi, ça montre cette espèce de clivage permanent. Et dans des boîtes, je pense comme Google, où c'est jusqu'à l'image que j'en ai, je ne sais pas peut-être, mais globalement des gens assez diplômés, qui ont un gros niveau et qui ont une culture commune en fait, une culture générale, ils ont tous du même endroit, ils ont tous fait les mêmes écoles, ils ont tous le même vocabulaire, le même langage, le même schéma de pensée, de raisonnement. Bah forcément le conflit vient moins vite parce que c'est pas la même chose. Prenez un entrepreneur qui a mis 1 million d'euros sur une table et qui demande à des gens de poser des rondelles de tomates sur des assiettes pour un salaire pas très intéressant. Bah, l'intérêt entre les deux jobs, après ils sont dans la même boîte, mais c'est des années-lumière. Et forcément, déjà là, dans la nature même du travail, il peut y avoir un conflit parce qu'il y en a un qui va dire bah, moi, mon job, c'est de poser des rondelles de tomates et je le fais bien. Et l'autre, son job, c'est de rentabiliser son million d'euros, de faire travailler 10 000 personnes. Des intérêts différents. Et de tout en amenant ces gens-là vers cet intérêt-là. Et forcément, c'est pas. Il y a un conflit d'intérêts. Parce qu'il y en a qui veulent un salaire, il y en a qui veulent. Comment ça s'appelle du cash. Et puis, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que le patron s'inscrit aussi dans la durabilité, il veut pouvoir investir, etc. Et ça, en fait, c'est aussi la culture sur une gestion à court terme. De se dire, moi je suis là pour mon boulot, qui effectivement parfois n'est pas forcément très intéressant. Oui. On a tous des problèmes d'intérêt dans notre travail, quel que soit le degré dans la boîte où on se trouve. Le fait que ce travail soit. Qu'on ait du mal à trouver l'intérêt final de notre boulot. Exactement, c'est tout à fait vrai. Une application dans la durabilité et donc forcément un espèce de petit conflit. Oui. Mais le gérer, c'est pas. C'est un truc de tous les jours et en fait, c'est le dialogue dit social en France avec les syndicats, mais qui n'est pas un dialogue. Enfin, moi, je l'ai vu dans des boîtes, ça te gère un grand coup de marteau dans la figure. Ouais, non, mais dans des boîtes, et c'est compliqué parce qu'il y a vraiment deux grands pouvoirs qui finalement ne veulent pas se parler. C'est une espèce de bras de fer permanent. Et c'est pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, c'est pas un conflit personnel entre deux personnes, c'est deux mondes. Conflit d'intérêt. Finalement tout réuni parce que sans l'entrepreneur qui fait travailler les gens, il n'y aura personne en dessous. Inversement, on a tous besoin les uns des autres là-dessus. Et c'est, je pense, vraiment là-dessus qu'il faut réussir à amener le dialogue. Oui. Et d'où l'importance de la motivation. Il faut absolument que l'entrepreneur motive son équipe et fasse comprendre à l'équipe fasse comprendre aux salariés pourquoi il est là. On est tous ensemble, ce qu'on veut comme but. Et là, ça donne un sens au travail du salarié. Effectivement, très souvent, les salariés sont là pour, effectivement, je suis tout à fait d'accord, gagner un salaire. Pour beaucoup, c'est un travail alimentaire. Et effectivement, pour l'entrepreneur, c'est gagner de l'argent. Et les deux ne se rencontrent pas. Pour que les deux se rencontrent, il faut vraiment qu'il y ait une prise en compte des managers, en fait. C'est comment motiver une équipe, comment montrer qu'on a tous un objectif commun, quel est cet objectif, et oui. Juste par rapport à ce qu'il vient de dire, l'intérêt au travail. Moi, j'accompagne beaucoup les jeunes donc, de cette tranche d'âge, de 25-35 ans, les jeunes professionnels, et beaucoup souffrent d'un manque alors qu'ils ont une grosse formation. Oui. Et donc vous disiez projet changer de vie, je veux dire, est-ce que. Mais en même temps, comme si quelque part les rails, ben voilà, vous avez fait une grande école de commerce ou d'ingénieur, etc. Ben, les rails de votre vie, surtout en France, voilà, il y a quelqu'un. Alors que vous avez changé de style, passé du monde de la finance, disons, des grands groupes à l'éducation nationale. Oui. Et comment conseiller, parce qu'on sent qu'il y a une demande de sens, et qu'on demande non seulement, c'est pas seulement l'alimentaire, là où c'est, disons, la plupart du temps, un fort pouvoir d'achat, parce qu'il y a une grosse formation derrière, mais en termes de sens, ils se disent, mais à quoi ça sert, et beaucoup de ces jeunes sont désabusés, et moi je suis très marqué, dès les premières années de vie professionnelle, désabusés
et serait prêt à gagner 1 000 € de moins par mois pour un travail qui ait du sens. Alors c'est vrai que moi personnellement, je cherche encore à le faire, je n'ai jamais voulu avoir un travail alimentaire, je fais tout pour que ce ne soit pas le cas. C'est vrai que quand je travaillais dans le milieu financier, moi, j'ai eu du mal à m'en sortir parce qu'il faut gagner sa vie, mais je ne voulais pas travailler pour la finance. C'était ça depuis le début, j'ai toujours voulu être enseignante. Donc après, j'ai eu la possibilité de... Et donc effectivement, être enseignant, ça a été vraiment une... J'avais vraiment un intérêt à aller travailler. Comment trouver un sens à ce qu'on fait? C'est déjà... ce que je n'arrive pas à faire toujours, c'est être présent dans ce qu'on fait. Tout ce qu'on peut faire, ce qu'on fait peut apporter à plusieurs niveaux. Pratiquer la... Comment dire? Être présent, pratiquer la... Je ne retrouve pas le mot. Vous pouvez m'aider. Le fait d'être présent dans ce qu'on fait. Comment? Oui, voilà, de pratiquer la pleine conscience. Ça marche, mais ça demande beaucoup de travail au quotidien. Chaque geste qu'on fait peut avoir du sens et apprendre à... On peut aussi apprendre par différents gestes qu'on a quotidiennement, c'est apprendre à se concentrer pour travailler de mieux en mieux, même si le travail n'est pas important. C'est vrai que c'est pas évident, mais ça peut aider à supporter un travail qui n'est pas glorieux, pas réjouissant. Aider les autres, tant qu'on peut. Aider les autres, c'est-à-dire quelqu'un a besoin d'aide pour un travail qu'il ne comprend pas, apporter de son aide. Et là, ça peut donner aussi du sens à ce qu'on fait. Déjà être bon dans ce qu'on fait et donner du sens dans le fait de vouloir aider les autres. Être présent dans ce qu'on fait. Apprendre des choses, je ne sais pas, du général, comme la concentration, qui peuvent aider dans tout travail. Et essayer de faire ce qu'on fait de mieux en mieux, par exemple. Avoir des objectifs comme ça. Essayer de le faire de mieux en mieux, de plus en plus vite. Prendre du... Voilà. Pour compléter les propos de Dominique, la question du père soulève la question du recul, c'est-à-dire dans la plupart des grandes organisations, qu'elles soient du secteur privé ou du secteur public, on demande un très lourd investissement aux salariés, et effectivement les jeunes professionnels sont les premiers sur lesquels ça retombe parce que leur méconnaissance et leur expérimentation du monde du travail, ce qui est logique, fait qu'eux, ils vont se rentrer dedans à fond et avoir une tendance à surinvestir et aller même au devant et au-delà de ce qui est raisonnable pour l'équilibre personnel. Donc si vous surinvestissez dans votre vie professionnelle, alors que vous êtes dans une position de salarié, est-ce que ça a du sens? J'en suis pas persuadé. Si vous êtes fondateur de votre entreprise, que vous avez la passion de votre secteur d'activité, que vous êtes ébéniste ou je ne sais quoi, que vous pensiez à votre atelier d'ébénisterie 24 heures sur 24, que vous approfondissiez, que vous fassiez un voyage à telle expo, etc., pour enrichir votre savoir, que vous fassiez un stage complémentaire à l'école de boule, etc. C'est logique parce que tout ce que c'est en vous que vous investissez. Or, quand vous êtes salarié, vous êtes contractuellement dans une des attitudes qu'on avait, c'est-à-dire le compromis. Qu'est-ce qu'un contrat? C'est un compromis. C'est un compromis entre un entrepreneur qui attend de vous une valeur ajoutée et vous qui attendez votre gagne-pain. Alors autour de ça se rajoutent des choses qui font sens ou qui font pas sens. Des activités, effectivement, mettre des rondelles de tomates dans un hamburger, bon, effectivement, l'intérêt intellectuel, il est assez limité.
Bon, après, quand on est un jeune professionnel diplômé de l'EDEC ou je ne sais quoi, on se voit en principe confier des parties de projet ou des projets entiers. Bon, après, c'est peut-être pas dans le secteur qu'on espérait, mais quand on participe à un projet, ça fait quand même du sens, professionnellement parlant, de participer à un projet, même si on le fait à son niveau de jeune professionnel. On n'est pas directeur de projet, ça viendra par la suite, peut-être. Ça fait quand même sens de participer. Donc, de se projeter, le fait de se projeter, ça donne du sens. Après, le fait de surinvestir, de ne penser qu'à ça tout le temps, d'avoir toutes les incitations possibles pour n'avoir pas de séparation entre sa vie privée et sa vie professionnelle, avec tous les technologies à disposition, les portables professionnels, les clés 3G, 4G, etc. Donc, il y a aussi un rôle, quand on est au travail, de se dire, bon, ok, le travail c'est bien, mon travail me plaît, je suis investi dans le projet X que je suis en ce moment, j'ai des collègues qui sont sympas, il y a une bonne ambiance de travail, etc. Mais même dans ces conditions favorables, a priori sans trop de conflits récurrents, il faut prendre de la distance. Toute la vie ne tourne pas autour d'être au travail. C'est une évidence. J'ai peut-être l'impression de vous enfoncer des portes ouvertes, mais on se laisse vite prendre dans une routine où on s'auto-satisfait de trouver un sens à sa vie dans le travail. Or, le sens de notre vie, il est en partie dans notre travail, dans la reconnaissance professionnelle qu'on a de ses pairs, de ses clients, de ses fournisseurs, qu'on a dans le monde de l'entreprise, et qui se translate effectivement dans le monde profane de la vie civile, mais on a d'autres sens à notre vie. Il y a d'autres sens, on peut lui donner un sens spirituel, religieux, on peut lui donner un sens métaphysique, un sens philosophique. Il y a 36 000 façons de fonder sa vie. Et si on fonde sa vie uniquement sur le monde professionnel... Alors, moi j'ai quelque chose à ajouter à ce que dit Olivier. On passe quand même près de 40 heures par semaine au travail. Voire plus pour certains. En moyenne, je parle d'une moyenne, donc c'est important quand même de tout faire pour se sentir bien. Alors, moi, bien que croyante, je me dis que nous sommes maîtres de notre vie et qu'on peut, si on veut, on peut tout à fait se donner les moyens. Tout on est dans un travail, on vit le moment présent, on vit la pleine conscience. J'en parle beaucoup parce que j'essaye de le travailler, ça, c'est pas évident d'être en pleine conscience, de faire les choses tout en étant présent et profiter de la vie, en profitant de chaque instant, de chaque geste qu'on a. Mais en parallèle, nous avons tous les moyens de changer les choses. Moi, quand je ne suis pas bien dans le travail, je fais tout. Je commence à mettre en place un projet avec différentes étapes pour arriver à autre chose. Il y a quelque chose qui me plaît. C'est vrai que l'herbe, on pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut savoir apprécier la vie telle qu'on la vit maintenant, mais on a les moyens de mettre tout en place. Et moi, personnellement, il faut que je sois bien dans mon travail. Il faut que je sois bien dans mon travail. Et moi, je ne veux pas passer 40 heures par semaine à m'ennuyer, à ne pas trouver de sens, même si c'est pas évident. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident de le mettre en place, dans chaque geste, trouver, je pense que ça demande beaucoup d'entraînement, mais il y a la capacité de mettre des choses en place pour réaliser le métier dont on a toujours rêvé. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une réflexion qu'on a souvent après 40 ans. Donc, j'en parle maintenant parce que c'est le cas.
Donc il y a eu ce qui s'est passé, alors, tout s'est mélangé, et à plus de 40 ans, je me suis dit, mais est-ce que ce que je vis là, est-ce que ce que je voulais faire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire, est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire, est-ce que ça correspond à mon caractère, est-ce que c'est vrai que moi j'ai besoin d'aider les autres. J'aime bien enseigner, j'aime bien la formation, j'aime bien éventuellement, pourquoi pas faire du coaching. Ça correspond plus à ma personnalité que d'être là dans un bureau, effectivement, où j'essaye... voilà, j'apprends des choses, mais je sais que ça ne fait pas partie de ma personnalité. Et que pour moi, la vie, on n'a qu'une vie, en fait, et qu'il faut la réussir au mieux. Il faut essayer de la réussir au mieux et ne pas se dire, alors c'est vraiment ce que je pense, se mettre à la place de quelqu'un dont la vie s'arrêterait et qui aurait la réflexion, mais est-ce que ce que j'ai vécu, c'est ce que je voulais vivre? Est-ce que je n'ai pas subi les choses? Pour moi, je pense qu'on peut ne pas subir les choses, à condition de se donner les moyens. Oui, et ce n'est pas facile. Oui. Il y a un point aussi dans le sens que peut donner à notre travail. On a des niveaux très différents, mais de mon expérience, beaucoup de gens se focalisent sur leur travail à eux, leur travail propre, et n'ont pas forcément cette vue d'ensemble. Exactement, tout à fait. Qu'ils se voient comme un maillon de la chaîne et qu'ils voient l'impact de leur travail. Et c'est quelque chose tout à fait. qui utilise beaucoup en vérité, oui. Sur continu, c'est qu'on ouvre le champ et qu'on montre aux gens qu'en fait, certes, l'étape peut-être complètement basique qu'ils font à un moment a de l'impact sur oui. toutes les étapes des suivantes. Et ça, c'est quelque chose qui peut donner un sens très vite à un travail, même basique. Oui. Parce qu'il y a un impact sur les autres, il y a un impact positif. Négatif, oui, tout à fait. Un grand merci à oui. Olivier et à Dominique.